Philippe Lux. Bonjour Antoine. Et bienvenue au Festival War on Screen. Alors tu es directeur de la programmation pour la société de distribution Backfilm. Alors tu es un habitué du festival, tu reviens depuis pas mal d'années avec de nombreux films et là cette année tu es en compétition. Enfin le film que tu distribues est en compétition, c'est Mexico 86 de César Diaz. Peut-être avant d'entrer un peu dans le détail sur le film, je pense qu'il y a pas mal de gens qui savent pas forcément justement ce qu'est la distribution ou comment ça fonctionne. Donc est-ce que tu peux un peu expliquer ce qu'est ton métier ? Oui, c'est vrai qu'on est un des maillons les plus importants, mais les plus discrets à la fois. Et je dis souvent, nous, au terme de la programmation, on est les petites mains. C'est-à-dire qu'en gros, un film se finance par les producteurs. Un film donc se construit, se fait avec toute l'équipe artistique, le réalisateur. Et un film donc se diffuse donc dans les salles de cinéma. Mais pour qu'il puisse se diffuser, il y a ce maillon qui est donc le distributeur. Qui achète les droits, donc on préachète souvent, c'est-à-dire qu'on participe aussi d'une certaine manière, on peut devenir coproducteur, mais on participe aussi en mettant de l'argent à ce que le film puisse exister. Ça peut arriver que s'il y a un manque de financement et qu'il n'y a pas de distributeur, il peut ne pas y avoir de film. Et une fois qu'effectivement tous les droits et qu'on a vu le film, on travaille sur l'ensemble, tout ce qui est donc marketing, les affiches, le dossier de presse, le film annonce est conçu par d'autres sociétés, mais c'est nous qui gérons tout ça. Et au service programmation plus particulièrement, qui est un peu le nerf de la guerre de la distribution, je veux dire, on est en relation quotidiennement avec les salles, que ce soit donc les multiplex, les salles RSC, jusqu'au circuit itinérant, pour diffuser donc le film, et notamment le travail en festival. Et donc dans le cas précis de Mexico 86, donc qui se passe en 1986 et qui suit le personnage de Maria, jouée par Bérénice Bejo, qui est une militante révolutionnaire guatémaltèque qui est depuis pas mal d'années exilée à Mexico. Donc déjà c'est un contexte finalement assez peu exploré dans le cinéma et je trouve que le film a quelque chose d'assez nouveau et d'assez beau. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce film-là ? À quel moment, en tant que distributeur, tu entres en jeu sur un projet comme celui-là ? Ouais, c'est une bonne question. Mais non, là, effectivement, il y a différents cas de figure. Mais pour Mexico 86, en fait, souvent, on fait ce qu'on appelle du préachat. C'est-à-dire que pour être, on est toujours en phase de prospection. Alors ça, c'est plus le service acquisition. Voilà, je peux avoir un œil dessus, mais ce n'est pas moi qui suis décisionnaire, et c'est encore moins moi qui signe les chèques, parce que j'ai quand même mon boss, mes collègues. Mais ce qui est formidable dans le métier, parce que nous on est une société aussi indépendante, on ne fait pas partie de ce qu'on appelle les majors, mais on a quand même assez de poids, notamment financier, pour ce qu'on appelle préacheter le film. Et c'est vrai que donc Alexis Hoffman, notamment qui est donc en charge des acquisitions, avait repéré ce projet. On avait vu donc le film précédent de César Diaz, qui hélas n'était pas sorti en salle pour la cause du Covid, mais qui avait pourtant gagné la Caméra d'Or. Et effectivement, on s'est dit c'est un auteur à suivre, et donc on a pu découvrir le scénario. On l'a acheté en fait au scénario, et on s'est dit que c'était très fort. Il faut de l'imagination quelque part, c'est-à-dire que de se dire, ce qui était intéressant, c'est que c'était une histoire historique, avec un côté un petit peu genre, puisque bon, il y a effectivement des révolutionnaires, ils changent de pays, qu'on va tout, mais c'était aussi une histoire authentique et très touchante, puisque c'est le personnage principal est une militante, mais aussi une mère de famille, et surtout, attention spoiler, c'est l'histoire véridique du réalisateur et de sa mère. Et voilà, donc là l'histoire y est, c'est important, et effectivement, nous, ce qui nous importe, c'est de voir aussi après la réalisation, le scénario, qu'est-ce qu'il peut apporter en plus. Et c'est vrai que les travaux ou les films précédents de César Diaz auguraient déjà un sujet qu'il connaissait très bien, je parle même du contexte historique, mais aussi dans sa manière de filmer, de ce qu'il voulait faire. Donc le projet pour nous était très intéressant, c'est pour ça qu'on l'a préacheté, pour effectivement après le travail en festival et le sortir. Et du coup, dans ce genre de cas, quand vous avez vraiment la base du scénario et qu'après il y a effectivement le résultat, à quel point un distributeur, on pense souvent au producteur qui s'implique évidemment dans le montage, dès le tournage et au montage, est-ce que le distributeur a un peu ce poids-là aussi, peut décider de certaines choses qui peuvent être faites sur le montage final par exemple, ou sur peut-être des morceaux à enlever, ou telle chose à peut-être ajouter avant le passage notamment au festival ? C'est au cas par cas, on va dire, et c'est surtout une histoire, et nous on y tient, c'est-à-dire que quand on préachète ou quand on achète un film, souvent en français, on essaie que ce soit une collaboration. C'est-à-dire que je vais pas dans une boutique acheter un produit fini et demander un emballage. C'est que on va plutôt aller chez l'artisan
et essayer de travailler avec lui. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour imposer, on n'est pas comme aux États-Unis où les réalisateurs n'ont pas une final cut, mais par contre, à un moment donné, ce qui nous importe, c'est une fois que le film, au scénario, on peut déjà un peu intervenir en disant, écoutez, on a un regard extérieur, parce qu'il ne faut pas oublier que ces gens-là ont la tête dans le guidon, travaillent tout le temps, et au bout d'un moment, n'ont plus de regard extérieur. Et moi, je le dis à chaque fois, la première fois qu'on voit un film, on est spectateur. Donc je me dis, tiens, là, j'avoue, je trouve qu'il y a un temps mou. Là, ça, c'est pas forcément compréhensible. Pour lui, ça l'est, puisqu'il l'a écrit, il a travaillé, etc. Mais je dis, pour nous, peut-être que le spectateur ne fait pas le lien entre ces scènes-là. Donc, on amène notre avis, on va dire. Encore une fois, j'ai dit, on n'impose rien, mais on dit que c'est effectivement important. Voilà, que ce soit peut-être pour la durée, ça, et surtout, on peut être rassurant en disant, bon voilà, cette scène, peut-être que tu y tiens, mais elle fonctionne pas forcément dans l'intégralité du récit. On peut très bien faire une director's cut pour le DVD, puisqu'on achète tout droit, je veux dire que ce soit les droits cinématographiques, les droits vidéo et les droits télé. On dit, bah tiens, ça pourrait être utilisé après sur l'édition vidéo, etc. Donc, pour nous, c'est important de pouvoir travailler correctement en collaboration, et le plus tôt, entre guillemets, c'est le mieux. Il y a des distributeurs qui ont des line-up, enfin du moins des lignes éditoriales assez précises. Back, pour le coup, est quand même très varié. Alors pour citer des exemples récents, il y a La Palme d'Or sans filtre, Decision to Live de Park Chan-wook, pas mal de films de Kirill Serebrennikov. Et comme je disais, tu es avec Back Film un habitué du festival parce qu'on avait eu en compétition L'homme qui a vendu sa peau de Kauter Benania, ou plus récemment hors compétition, on avait mis La zone d'intérêt de Jonathan Glazer. Comment on trouve justement un équilibre de programmation ? C'est même plus large parce que on est ce qu'on appelle une société indépendante et on va dire moyen. Au-dessus, il y a vraiment les majors, vous connaissez les Warner, Universal, etc. Et en dessous, je parle aussi en termes de syndicats, il y a aussi le SDI, le syndicat des distributeurs indépendants. Donc on n'est pas une grosse entreprise, mais on est quand même assez nombreux et ça veut dire que on prend pas mal de risques. Et sur le line-up, ce qui était important quand donc mon boss a repris la boîte, Alex Grunbach, il disait, moi ce qui m'intéresse, c'est aussi de pouvoir travailler avec l'ensemble du paysage cinématographique. Parce que sinon, ça peut être très classé, je veux dire, enfin, ça va être segmenté. Je veux dire, vous faites des Marvel. Les Marvel, c'est pas compliqué, on sait à peu près où ça va, mais ça va pas forcément chez les RSC. Ou alors, vous faites que des documentaires militants, ça va pas forcément dans les multiplex. Nous, ce qui nous intéressait, enfin, avec intéressant mon boss, c'est de pouvoir ouvrir ce panel. Alors, on va dire, globalement, on est quand même un distributeur de films RSC. Tu as cité les noms, Kauter Benania, Kirill Serebrennikov, Park Chan-wook, qu'on essaye de suivre, là, ou Ruben Östlund. Voilà, mais c'est vrai que, je vous dis, pour la fin de l'année, cette année, on peut pas faire plus large, on va dire, comme panel, parce que on va sortir donc les Reines du drame, qui est un premier film d'Alexis Langlois, qui était à la semaine de la critique, qui est une sorte de comédie musicale queer très pop. La semaine d'après, on aura Nico le Petit Renne, qui est une franchise, qui est un film d'animation tout public pour les fêtes de Noël. Et le 18 décembre, on sort Sarah Bernard, la Divine, qui est donc une sorte de biographie romancée sur le personnage, la première star, Sarah Bernard, jouée par Sophie Berlin, réalisé par Guillaume Niclou. Donc voilà, c'est très large, mais quelque part, je trouve que ça comme on dit, pour nous, c'est une histoire de passion. On va se dire, il faut d'abord, parce que nous, le projet, alors le producteur, il va bosser pendant 4-5 ans sur son projet. Le spectateur, il va passer, enfin, je veux dire, la salle va le passer au minimum une semaine. Le spectateur va passer 2 ans en salle. Et nous, on va bosser quand même 4, 5, 6, 8 mois sur le film. Donc, ce qui est bien, on a cette chance de se dire, genre, on bosse sur des projets qui nous sont à cœur et qu'il faut les porter. Et justement, on parle souvent du cinéma comme industrie du prototype. Chaque film est, comme tu disais, un peu du cas par cas. Et je pense que particulièrement le métier de distributeur demande autant de voir un peu les tendances de l'industrie, mais aussi d'avoir beaucoup d'intuition et de flair, notamment sur les questions de festival, de date de sortie du coup définitive du film. Pour prendre peut-être l'exemple de Mexico 86, même si c'est encore à un stade encore tôt, comment se travaille une stratégie autour d'un film et de sa sortie ? Oui, alors généralement, là, le premier pas pour un film, c'est la première mondiale en festival, qui est dans ce qu'on appelle, on essaie de viser à chaque fois des festivals de catégorie A. C'est pas forcément de notre fait, parce que quand je me dis, nous, on a le plus grand festival au monde, le festival de Cannes, mais il y a d'autres festivals de catégorie A, je veux dire que ce soit Venise, San Sébastien, Locarno. Voilà, donc ça souvent, c'est aussi les vendeurs internationaux qui s'en occupent, qui placent le film en disant, tiens, est-ce que ce sera à Cannes, etc. Ensuite, nous, on s'occupe, on prend le relais pour la France, et
après, c'est au cas par cas, et en accord, bien entendu, avec le producteur et le réalisateur, de se dire, nous, on a cette idée-là, il faut effectivement faire tout le cheminement, et se dire, là, pour Mexico 86, on s'est dit, c'est un réalisateur qui est très doué, mais qui n'est pas encore très connu. Son premier film n'étant pas sorti, mais qui a une certaine réputation, on va dire, dans le milieu cinéphile ou de la profession, mais pas auprès du public. Il y a une histoire forte, qui n'est pas forcément connue le contexte n'est pas tellement connu. Il y a une actrice qui, par contre, elle, est très reconnue, Bérénice Bejo. Et on s'est dit, il va falloir le faire exister. Et la première chose pour le faire exister et pour le contact avec les festivals, c'est par vous, par le biais des festivals. Et là, c'est vrai qu'on a commencé très tôt. Le film était terminé, je crois, en juillet. Il a fait sa première mondiale à Locarno. On a montré donc le film après en clôture à Biarritz. Là, ici à Chalon, c'est la deuxième projection. Et c'était la première projection pour moi publique où il y a eu une rencontre après. Donc ça nous permet aussi d'avoir, entre guillemets, la température et de savoir quel est le regard du public là-dessus, et puis s'ils ont aimé, s'ils n'ont pas aimé, est-ce que ça fonctionne, etc. Et comme vous à Chalon, vous avez quand même un panel qui est très intéressant en termes de public, puisque vous avez à la fois ce que j'appelle pas les cheveux blancs, les gens plus âgés, mais vous faites un gros travail sur le scolaire. Ouais. Et c'est vrai que pour ces films-là, c'est aussi de se dire d'amener, ils ne seraient pas venus d'eux-mêmes. Donc vous faites le travail, et les jeunes, on est de retour, comme on a vu après cet après-midi. Et ce film, je pense que la sortie est prévue pour le mois de mars, avril l'année prochaine. Donc ça veut dire qu'on va faire quand même beaucoup de festivals et différents. C'est-à-dire qu'on voulait pas l'enfermer. Les festivals, ça fait un film d'Amérique latine. Il y a beaucoup de festivals d'Amérique latine en France. On pouvait faire que cela. Et ben, au contraire, nous, on s'est dit non, il faut effectivement un peu l'élargir. C'est pour ça que, par exemple, voilà, on va avoir un screen, on ira sans doute au festival d'Arras après. Enfin, il faut vraiment, en province, qu'on puisse le faire exister et montrer et avoir pour que le film, quand il arrive en salle, hormis la presse aussi qui est extrêmement importante, mais que le film ait déjà une sorte d'appétence auprès du public. Et justement, donc nous, à War on Screen, forcément, sur des sujets de guerre et de conflit, c'est des sujets graves qu'il faut encore plus, je pense, quand on est distributeur de ce type de sujet, nécessite un accompagnement particulier. Et justement, tu parlais de la question de la réception du public, nous, de ce qu'on fait avec les scolaires, et donc de pouvoir aussi montrer ce type de film-là à des scolaires. Je pense notamment à la question du film La Zone d'intérêt de Jonathan Glazer, qu'on avait justement présenté aussi à War on Screen avec des scolaires. Une des premières. Ouais. Tu avais, toi, pas mal d'interrogations sur le fait est-ce qu'on fait un dossier pédagogique, justement, est-ce qu'on fait aussi une VF plus tard pour rendre le film peut-être plus accessible aussi à un certain public. Il y a forcément une question, une donnée politique de la distribution aussi, et ça m'intéresserait que tu reviennes sur cette donnée-là, surtout pour des films compliqués comme La Zone d'intérêt ou Mexico 86. Ouais, alors c'est vrai que on prend pas les sujets les plus faciles, on en sort, mais c'est vrai qu'on pourrait faire que du dessin animé, on va dire des films jeunes publics, on pourrait faire que de la comédie française, qui semble cartonner, hein, un petit truc en plus, hein, ça va bien apporter au cinéma français. Voilà, mais on va dire à chacun effectivement sa spécialité. Et pour la zone d'intérêt, comme tu disais, c'est vrai que c'était un énorme pari. C'était un pari pour les acquisitions déjà, parce que on a préacheté le film. Donc, je veux dire, tu parlais d'avoir du nez et aussi une volonté. Surtout quand on se rend compte que le film n'est pas l'adaptation du livre et qu'on ne voit pas le film. Et on sait que ça va être quelque chose de puissant, donc c'est déjà un gros pari. Et après, c'est vrai que c'est présomptueux de dire, moi je confirme et j'affirme que ce film va faire. Je rappelle que le film a terminé à 850 000 entrées, mais quand on parle d'un film en langue allemande qui se passe à côté d'un camp de concentration qui est très exigeant, je pense que personne ne pouvait s'attendre à un succès aussi important. C'était essentiel pour nous, vu, on va dire, l'investissement fait. Mais on s'est dit, voilà, on croyait, il fallait savoir comment effectivement le travailler. Donc, comme tu disais, le dossier pédagogique, se dire, tiens, qui peut correctement travailler ça? Pour quelle classe exactement? Même si souvent c'est au programme. Mais qu'est-ce qu'on va mettre dedans? On en avait parlé ensemble, c'est-à-dire qu'il y avait la dimension historique, la dimension philosophique, voilà, la dimension cinématographique. Et c'est vrai qu'on a fait, c'est rare qu'on fasse ça, mais je crois que le dossier pédagogique faisait 50 de pages, alors que généralement c'est une 15 de pages. Là, il y avait des pistes pour l'ensemble des profs. Et tu parles aussi de cette histoire de version française. C'est sorti un peu après, si je me souviens bien. Ça fait partie des stratégies, c'est-à-dire que du distributeur, c'est que généralement on peut très bien dire VOVF. Je rappelle que pour un film en langue étrangère, on sous-titre les films, qui a quand même un certain coût. Mais quand on fait une version française, le film a un surcoût,
même si ça passe après à la télé, je veux dire, comme la télé n'a pas pas la même fréquence image que le cinéma, je veux dire, en plus c'est souvent en Dolby, vous payez quand même, enfin, c'est une version française de cinéma n'est pas juste une version française pour la télé. Donc c'est quand même cher, et pareil, on s'est dit, qui va aller voir la version, qui va aller voir la zone d'intérêt, voilà. Mais comme on savait que le film prenait, et qu'après, je pense que, après c'est tout con, c'est que d'une part, il y a une clientèle, je pense, vieillissante, qui commence à avoir du mal à lire en salle pour les sous-titres. Donc quelque part, c'est fastidieux pour eux. Et je trouve que c'est pas nul de dire ah bah non, tu vois pas le film en VO. Et je préfère qu'ils puissent voir le film. Donc c'était une histoire d'accessibilité. Et après, si le pari était que si le film prenait, on s'est dit il y a quand même des gens, je suis désolé, la VO ça les intéresse pas trop. Et donc on s'est dit bah au moins ils ont à disposition la version française qui a été gagnante parce que je crois qu'on a dû faire dans 55 000 sur les 850, donc quasiment je crois 55 000 entrées en VF, ce qui est énorme pour cette typologie de film. C'est vachement bien. Mais par contre, je parlais juste parce qu'on met aussi en place ce qu'on appelle le plan de sortie. C'est-à-dire que le jour, le mercredi où il sort, c'est nous aussi qui faisons en accord avec les salles, ça passe pas, donc le nombre de copies est où. Et comme il y avait beaucoup d'appétence pour le film, il fallait pas non plus que ça parte dans tous les sens. Et la proposition qu'on a faite, en disant on va voir si le film s'installe. On a fait une sortie condensée, pas le mot, mais je veux dire cette fois-ci vertueuse. Et on disait pour les gens qui voulaient faire de la VF ou les films plus larges, des cinémas plus larges, comme souvent des cinémas de périphérie de ville qui sont des gros multiplex. Plutôt pour garder le bon nombre de copies, on s'est dit la VF arrivera en 3e semaine et ça ouvrira et ça permettra au film peut-être de perdurer dans le temps, ce qui était, j'avoue, un pari gagné. En tout cas, voilà, c'est super de pouvoir un peu comprendre toutes les complexités de ce métier si important, comme tu le disais, et on est très content d'avoir Mexico 86 dans la compétition cette année. Donc merci Philippe Lux. Merci et je souhaite tout le bon là pour le festival et j'aimerais bien revenir l'année prochaine.